Merci beaucoup Olivier, merci pour l'invitation. Très honnêtement, Stéphanie Guillet qui est PH dans le service aurait dû faire ce topo à ma place parce qu'elle est la première autrice des publications les plus récentes sur le sujet et des publications de qualité. Alors, je vais juste en préambule refaire un petit focus sur le... Bien sûr, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit précédemment, mais sur thrombopénie et grossesse, parce qu'il y a un problème de diagnostic et diagnostic différentiel. Donc Agnès Verradier a déjà parlé de la thrombopénie gestationnelle, dont les mécanismes ne sont pas aussi bien cernés qu'il n'y paraît. Donc c'est 75% des thrombopénies de la grossesse, c'est une thrombopénie dite gestationnelle, hein, c'est l'appellation officielle. Ensuite, on a là c'est pour les causes spécifiques inhérentes à la grossesse. On a les maths de la grossesse, c'était sur le diagramme de la publication de Paul, les petits ronds en rose sur la droite, hein, donc le HELP, la prééclampsie dans toutes ses variantes, la stéatose aiguë gravidique, là on est spécifiquement dans la grossesse, mais ça devient beaucoup plus rare. Et puis on a les thrombopénies qui peuvent être révélées en cours de grossesse, mais qui ne sont pas spécifiques. On a vu les PTT, qui soient constitutionnels ou acquis, je ne vais pas y revenir, le Willebrand. Et enfin, on a toutes les causes de thrombopénie non liées à la grossesse, mais sur lesquelles la grossesse peut avoir une influence, et parmi lesquelles le PTI, qui, toutes causes confondues, représente à peu près 5%. Comme en atteste ce camembert, qui est un camembert en fait indien, puisque c'est issu d'une grosse série rapportée chez plus de 1000 femmes en Inde. Il y a d'autres séries dans la littérature. Hein. Donc si on prend plus de 1000 femmes présumées saines, il y a un peu moins de 10% des femmes qui vont présenter à un moment de la grossesse un taux de plaquettes inférieur à 150 gigas. Si on met le cut-off à 100 gigas, c'est 1% des grossesses. Donc c'est pas anecdotique, mais on tombe quand même à des chiffres tout à fait raisonnables. Et quand on se concentre sur ces 1% de grossesse, vous voyez encore une fois la répartition. Thrombopénie gestationnelle, c'est 3/4. Les thrombopénies mécaniques propres à la grossesse, c'est un peu moins de 20%. Et puis, il y a en troisième position des causes de thrombopénie pendant la grossesse, le PTI, pour situer un peu les choses. Alors, pour la thrombopénie gestationnelle, même si ça a été évoqué par Agnès Verradier, donc je rappelle les principaux mots-clés. Donc 10% des grossesses, moins de 150 gigas, 1% avec moins de 100 gigas. Ça descend normalement, par définition, jamais en dessous, on va dire, de 60-70 gigas. Et ça apparaît en fin de deuxième trimestre ou plus volontiers au troisième trimestre. Donc déjà, si vous avez une thrombopénie au premier trimestre, ce n'est pas une thrombopénie gestationnelle, quel que soit le seuil de plaquettes. Et si c'est en dessous de 80, pour faire simple, c'est, y compris au troisième trimestre, il faut un diagnostic différentiel. C'est jamais compliqué de manifestation hémorragique. Ça n'a aucun retentissement direct sur la mère ni sur le fœtus. Alors, le diagnostic différentiel, bon, encore une fois, je vais passer vite. Hein, donc, il faut prendre en compte le niveau de la thrombopénie, il faut prendre en compte la période d'apparition en cours de grossesse. Là, je peux pas pointer. Donc, premier trimestre, déjà, le PTI remonte en flèche, puisque par définition, ce n'est pas une prééclampsie et ce n'est pas une thrombopénie gestationnelle. L'intensité, le PTI, comme vous le savez, ça peut descendre jusqu'à 0. Le retentissement, une thrombopénie du PTI, plus c'est bas, plus ça saigne. Une thrombopénie d'une MAT, ça thrombose dans la microcirculation. Parfois, ça peut saigner. Oui, un PTT avec 10 gigas de plaquettes peut avoir des pétéchies et quelques ecchymoses, mais c'est rare qu'il se présente avec des bulles hémorragiques et des épistaxis au premier plan. Et puis après, il y a ce qui est de l'ordre du paraclinique, bien sûr le frottis sanguin, la coagulation, la teinte d'organes, oui, non. Je vais passer sur ces éléments discriminants que vous connaissez bien, mais qu'il faut bien garder en tête. Et là, c'est aussi pour remettre en perspective sous une autre forme la cinétique d'apparition au cours de la grossesse en fonction des différentes causes. Donc, vous voyez, si vous êtes au premier trimestre, le PTI, là, est la cause prédominante de thrombopénie de la grossesse.
Alors, quelles sont les explorations d'une thrombopénie en cours de grossesse? Ça, c'est un papier qui avait été publié, enfin, qui était une séance éducationnelle à l'ASH sur thrombopénie et grossesse par Terry Gersheimer. Alors, les examens systématiques, bon, ça, c'est de la bonne pratique. L'hémogramme, bien sûr, pas oublier les réticulocytes. Le frottis sanguin, absolument incontournable. Des paramètres d'hémolyse, un bilan hépatique pour la stéatose aiguë gravidique et le HELP. TP-TCA au minimum, auquel je rajouterai volontiers le fibrinogène pour la CIVD. Et puis un examen direct à l'antiglobuline, vivement recommandé, parce que s'il est fortement positif, ça oriente, ça fait peser la balance sur le versant auto-immunité. Les examens à discuter en fonction du contexte, c'est les anticorps antinucléaires, les antiphospholipides, la TSH, la recherche d'une maladie de vibrante de type 2B qui ne court pas les rues, mais dont la thrombopénie peut être au premier plan. Et puis ceux qui ne sont clairement pas recommandés en routine, sauf si voilà, on était dans une pancytopénie type aplasie potentielle. Mais sinon, il n'y a pas lieu de faire ni des myélogrammes, ni du BOM pendant la grossesse. Alors les questions maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet qu'on peut se poser, c'est très clinique. Hein. Quel est l'impact de la grossesse sur le PTI chez des patientes qui ont eu un antécédent ou qui ont un PTI préexistant à la grossesse? Quand faut-il traiter qui et comment? Quel est le risque de thrombopénie néonatale? Et puis après, je terminerai sur l'évolution des PTI nouvellement diagnostiqués en cours de grossesse. Est-ce que ça régresse après l'accouchement ou est-ce que ça peut perdurer? Alors les données disponibles jusqu'en 2022, ce qu'on savait sur l'impact de la grossesse sur le PTI, c'était des données rétrospectives de qualité variable. C'est globalement dans un tiers des cas, avec des critères qui étaient variables selon d'aggravation, qui étaient variables selon les références bibliographiques. La thrombopénie, quand elle préexiste à la grossesse chez une femme qui a un PTI persistant ou chronique, s'aggravait dans un tiers des cas, mais pas de groupe comparateur. Et en termes de facteurs de risque d'aggravation, il était noté dans certaines études, mais c'était controversé, que les patientes qui avaient déjà subi une spléectomie étaient plus à risque d'aggravation et d'exacerbation du PTI pendant la grossesse, et y compris au-delà éventuellement de thrombopénie néonatale. Donc il y a un PHRC qui avait été initié par Bertrand et que donc Stéphanie a colligé, analysé les données, qui s'appelait l'étude TIGRO, qui avait vocation à répondre à un certain nombre de ces questions. Donc ça a été publié maintenant il y a 2 ans. Donc la méthodologie, rapidement, il y avait 180 patientes qui avaient un PTI au cours de la grossesse, soit un PTI de novo, soit un antécédent de PTI suivi pendant la grossesse. Et pour comparer un petit peu l'évolution au fil du temps, on avait comme contrôle des patientes qu'on voyait en consultation, qui étaient appareillées sur l'âge, plus ou moins 2 ans, et qui n'étaient pas enceintes et qui avaient la même durée d'évolution d'un PTI. On sait que les plaquettes, ça fluctue facilement. Et c'était aussi appareillé sur l'antécédent ou pas de splénectomie. Et globalement, pour qualifier l'aggravation du PTI pendant la grossesse ou chez les contrôles, c'était soit la survenue d'une thrombopénie à moins de 30 gigas, et ou l'apparition de manifestations hémorragiques cutanéo-muqueuses, et ou une modification du traitement du PTI par le clinicien, qui donc avait des motivations pour modifier le traitement. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que quand on compare des patientes enceintes avec essentiellement un antécédent de PTI, plus de 100 patientes, et qu'on les apparie à des patientes de la même tranche d'âge qui n'étaient pas enceintes, vous voyez qu'il n'y a pas de modification en termes d'aggravation au fil du temps de la thrombopénie en haut. Il n'y a pas plus de thrombopénie qualifiée de sévère et il n'y a pas plus d'événements hémorragiques en cours de grossesse qu'en dehors d'une grossesse. La seule différence significative, statistiquement, était la modification du traitement. Je ne vous apprends rien, la grossesse est toujours encadrée d'une charge émotionnelle importante pour la femme enceinte, c'est ce qui est tout à fait légitime, pour son entourage, et au-delà par le médecin qui stresse par procuration et qui est plus enclin à être, on va dire, proactif sur des traitements, quand bien même le taux de plaquettes et où la clinique ne le justifierait pas.
Donc le message principal, c'est que oui, ça peut fluctuer, oui, ça peut baisser, mais finalement pas plus que si on compare dans des conditions hors grossesse l'évolution d'un PTI chronique. En termes de, si on fait un focus sur les 171 grossesses, donc il y en avait un tiers qui avait présenté une manifestation hémorragique au sens large, hein, ça peut être un purpura étendu, et on mettait de côté bien sûr les hémorragies de la délivrance, qui sont une complication inhérente à l'accouchement indépendamment du contexte. Et donc l'intensification thérapeutique, c'était un tiers des cas. Et pas uniquement, on mettait aussi de côté les interventions thérapeutiques qui peuvent être légitimes, toutes choses étant égales par ailleurs, en préparation à l'accouchement, donc à la toute fin, à l'approche du terme. Donc encore une fois, récurrence des saignements équivalentes dans les deux groupes. Donc ça, c'est un peu pour l'évolution en prospectif, qui donne des données robustes et comparatives. Alors maintenant, qui traitait, quand on traitait? Donc on sait ça, on le savait déjà, ça n'a pas changé, que les indications, ça c'est souvent le message qui a le plus de mal à passer, de traitement pendant la grossesse pour un PTI, sont les mêmes qu'en dehors du PTI. Donc vous savez que normalement on a coutume sur un PTI de novo à traiter les patients qui ont moins de 30 gigas de plaquettes, ce seuil dans le dernier PNDS est même rabaissé à 20. Donc ça reste le cas pendant la grossesse. C'est-à-dire qu'une patiente qui a 25 gigas de plaquettes, qui est asymptomatique, il ne faut surtout pas la traiter. Et ce n'est pas parce qu'elle est enceinte qu'il faut être incité à la traiter plus. Ça repose sur rien, si ce n'est sur une attitude contraphobique. Et ou, bien sûr, s'il y a des manifestations hémorragiques qui sont toutefois assez exceptionnelles au-dessus de ce seuil de plaquettes. À l'approche du terme, c'est différent. Si on veut qu'un accouchement se passe dans des conditions satisfaisantes, on estime qu'il faut au moins 50 gigas de plaquettes, parce que s'il y a une hémorragie de la délivrance, si on est en dessous de ce seuil, ou a fortiori en dessous de 30, ça va aggraver la perte sanguine. Pour une césarienne, c'est pareil. Un anesthésiste est quand même plus à l'aise s'il y a au moins 50 gigas. Pour une péridurale, le seuil reconnu par les sociétés savantes de la majorité des pays et les avis d'experts, c'est 75 gigas par litre. Alors, ce n'est pas juste un avis d'expert au doigt mouillé, hein. Je vous passe les détails, mais il y a quand même des revues d'obstétrique qui, il y a 20 ans, ils ont rapporté 15 000 15 000 péridurales sur des données notamment médico-administratives. Et il se trouve que dans les 15 000 péridurales, on trouve 50 patientes à qui on a fait une péridurale alors qu'elles avaient 25 gigas de plaquettes, personne n'avait regardé l'hémogramme. Enfin, bon, ça c'est la vraie vie. Et finalement, c'est archi exceptionnel, même bien en dessous de ce seuil, d'avoir un hématome épidural si vous faites une péridurale à une femme thrombopénique. Mais par sécurité, le seuil a été fixé à 75. Maintenant, si dans la maternité dans laquelle doit accoucher votre patiente, l'anesthésiste, il demande 100, on peut toujours se rouler par terre en criant. C'est lui qui va l'endormir, donc on fait en sorte que la patiente soit à 100. D'accord ? Donc ça, c'est les guidelines. Les médicaments, donc qui traiter pas plus que dans la population hors grossesse, sauf en préparation à l'accouchement. Comment traiter ? Bah là, c'est assez simple. C'est les corticoïdes le moins possible. Parce que s'il y a des facteurs de risque de diabète cortico-induit, de l'hypertension, etc., c'est toujours plus difficile à gérer pendant la grossesse. Et ou les immunoglobulines intraveineuses chez les patientes cortico-résistantes ou qui ont un syndrome hémorragique qui est assez menaçant. Et ça arrive qu'on ait des femmes enceintes chez lesquelles on va donner des immunoglobulines toutes les 3 semaines jusqu'au terme parce qu'elles ne répondent pas à la corticothérapie. Donc ça, c'est le traitement dit première ligne / rescue s'il y a une exacerbation. En deuxième ligne, c'est là où on est limité, mais je ne vais pas déflorer le topo qui va suivre sur les immunosuppresseurs pendant la grossesse, mais juste pour dire que l'azatioprine et la cyclosporine sont les seuls auxquels on peut recourir avec un problème de délai d'action. C'est-à-dire l'azatioprine, oui, s'il y a un PTI qui s'exacerbe au premier trimestre, ou si on veut anticiper une patiente jeune qui dit « j'ai un désir de grossesse », on peut la switcher sous azatioprine. Et ça va aider, et on mène des grossesses à terme sous azatioprine. Mais si c'est un PTI où la patiente chute à 25 gigas de plaquettes à 30 semaines d'aménorrhée, si vous démarrez votre azatioprine à ce moment-là, et le temps que ça agisse, la patiente aura accouché depuis 1 mois, donc c'est pas très pratique. Il y a les médicaments qu'on peut utiliser dans certaines conditions, qui sont le rituximab et les ARTPO pour des PTI symptomatiques corticodépendants.
Le rituximab, il y a quand même beaucoup de données sur les lymphomes, sur les PR, etc. Ça passe surtout au 3e trimestre, la barrière fœto-placentaire. Donc plus tôt vous faites du rituximab pendant la grossesse, moins ce sera nocif pour le nouveau-né en termes de risque d'hypogamma et de lymphopénie. Ça aussi, c'est contre-intuitif. On a pour coutume de dire non, il ne faut surtout pas les faire au début, mais ce n'est pas tératogène le rituximab. Le problème, c'est le passage transplacentaire et le risque de lymphopénie et d'hypogamma un peu prolongé chez le nouveau-né. Donc ça nous arrive de faire du rituximab au premier voire au 2e trimestre. Et les ARTPO, je viens de dire un mot. Et puis ensuite, il y a les médicaments qui sont franchement à éviter, notamment le MMF et l'endoxan, qui sont notoirement tératogènes. Alors pour les ARTPO, on a quelques... Oups, pardon. Je reviens en arrière, si j'y arrive. Ouais, pardon. On a quelques données dans la littérature. Nous, on avait rapporté une quinzaine de grossesses exposées à des ARTPO. Et donc ça, c'est des dossiers qui ont été cliniquement revus dans les moindres détails. Et puis à droite, c'est une publication qui a suivi, qui était sur le Romiplostim. Mais ça, c'est sur des bases de pharmacovigilance et de surveillance aux États-Unis. Donc il y avait beaucoup plus de grossesses, puisque c'était 186 femmes exposées au Nplate Romiplostim pendant la grossesse, mais avec des données beaucoup plus éparses, parce qu'on n'est pas retourné au dossier. Bon, pour la faire courte, les ARTPO, c'est des petites molécules, que ce soit l'L-thrombopag ou le Romiplostim. On n'a pas d'expérience avec l'avatrombopag en France. Ça passe la barrière fœto-placentaire. Il y a eu quelques effets tératogènes décrits dans les études précliniques chez l'animal. On n'a pas vu de malformation chez les nouveau-nés de patientes exposées, en sachant comme limite que la plupart des patientes étaient exposées en fin de grossesse pour gérer l'approche de l'accouchement chez des patientes corticorésistantes, résistantes au JIV, qui sont vraiment dans une situation de PTI symptomatique avec 15 gigas de plaquettes, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a quand même eu dans le papier de gauche, notamment une patiente qui a eu de l'L-thrombopag pendant toute la grossesse. Il n'y a pas eu de signal inquiétant. Il y avait un nouveau-né qui avait une anomalie karyotypique, mais la mère avait reçu que 10 jours d'ARTPO avant l'accouchement, donc clairement, ce n'est pas lié. On n'a pas vu de thrombose chez la mère. On a vu un cas de thrombocytose chez le nouveau-né. Donc il y a des petites choses, mais en termes de, comment dirais-je, de taux de réussite de grossesse d'une part et de complications fétales d'autre part, on était assez proche de ce qui était attendu dans la population générale. Donc le message, ce n'est pas de galvauder l'utilisation des ARTPO, mais que si vous êtes dans une impasse, notamment en fin de grossesse, sur les dernières semaines, on peut, sur la base de ces éléments de la littérature, discuter de façon collégiale le recours transitoire des RTPO pour arriver dans des conditions de sécurité satisfaisantes au moment de l'accouchement. Mais on évite bien sûr d'exposer tout au long d'une grossesse une patiente aux ARTPO. Le risque de thrombopénie néonatale, donc on avait des données là aussi de la littérature rétrospective, environ 10% de thrombopénie par transfert passif des auto-anticorps de la mère. Pas de facteur prédictif clair dans la littérature, sauf dans certaines études, le fait que la mère ait été spléectomisée était noté comme significativement corrélé, mais encore une fois, c'est controversé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nadir de la thrombopénie néonatale, c'est entre J3 et J5. Donc les recommandations, c'est de faire un prélèvement au sang du cordon à la naissance pour tout nouveau-né de mère atteinte de PTI ou même ayant un antécédent lointain de PTI. Si les plaquettes sont normales, on s'arrête là. Si les plaquettes sont basses au sang du cordon, il faut refaire un contrôle à J3, J5 de vie pour être sûr qu'on n'est pas dans une pente décroissante. Le risque d'hémorragie intracrânienne est faible, de l'ordre de 1%. Le risque d'hémorragie anténatale, fétale est archi-exceptionnel. Donc le problème de la thrombopénie néonatale chez des nouveau-nés de mère PTI, ce n'est pas l'hémorragie in utero, c'est vraiment après la naissance que ça peut poser un problème. Donc là, dans l'étude Tigro, vous voyez, on était pile poil dans le range à 9,6, pardon, on était à 27% de thrombopénie néonatale, tout confondu avec le seuil à 100 gigas, donc un peu plus que ce qui était décrit dans la littérature. Mais si on se focalise sur celles qui sont vraiment potentiellement cliniquement, on va dire, impactantes, c'est un peu moins de 10% des nouveau-nés qui ont moins de 30 gigas de plaquettes à la naissance. Donc c'est pas anodin. Donc les mesures
de bonnes pratiques, c'est, bon, généralement les obstétriciens sont au courant, mais encore une fois, faut-il être dans une maternité niveau 2 ou 3, c'est quand même vivement recommandé. Il ne faut pas qu'il y ait de manœuvre instrumentale, parce que si c'est forceps ou ventouse et que le nouveau-né il a du mal à passer la tête, mais qu'il a 10 000 plaquettes, ça ne va pas bien se passer. La voie d'accouchement est conditionnée uniquement, elle, sur des considérations obstétricales. Ça aussi, c'est une espèce de fausse bonne idée de dire « Ah, il y a un problème chez la mère, il faut faire une césarienne ». Alors, je ne sais plus s'il y a encore des obstétriciens dans la salle, mais s'il y en a, ils pourront infirmer ou confirmer. Mais la césarienne, ça n'a jamais protégé d'une hémorragie de la délivrance. Et si le bébé il a 10 000 plaquettes, même s'il sort à ciel ouvert, si je puis dire, il a toujours ses 10 000 plaquettes. Donc ça n'aide pas non plus au pronostic du nouveau-né. Donc clairement, ça c'est l'obstétricien qui juge s'il y a besoin ou pas de faire une césarienne, mais indépendamment du taux de plaquettes. En revanche, si la patiente est thrombopénique, oui, on va programmer et idéalement déclencher l'accouchement pour faire ça dans des conditions de sécurité maximales. Donc on dose les plaquettes du nouveau-né au centre du cordon, on les recontrôle entre J2 et J5 si elles étaient basses, et si le nouveau-né a moins de 50 gigas, il faut faire une échographie transfontanellaire à la recherche d'une hémorragie intracrânienne. Et ce qu'on ne fait pas systématiquement chez la mère, chez le nouveau-né, moins de 20 gigas, clairement, les recommandations, c'est immunoglobuline, on ne fait pas de corticoïdes, plus ou moins, et plutôt plus, transfusion de plaquettes. On ne veut pas prendre de risques, et bien sûr, ces transfusions sont, elles, incontournables si l'écho transfontanellaire est pathologique. Alors, quid de l'allaitement? Il y a juste un papier qui a été publié il y a une dizaine d'années. Personne ne l'a reproduit, mais peut-être parce que personne s'y intéressait après, où c'était une femme chez lesquelles le nouveau-né a une thrombopénie qui a perduré. Ils avaient mis en évidence des IgA antiplaquettes dans le lait maternel. Bon, voilà. Nous, on n'a pas d'expérience vécue de patientes chez qui on aurait vu une pérennisation de la thrombopénie chez le nouveau-né du fait de l'allaitement. Donc, on ne contre-indique pas l'allaitement chez la femme qui a accouché, dans un contexte de PTI. Après, s'il s'avère qu'au bout de 2 mois et demi, le nouveau-né est toujours thrombopénique, on peut commencer à se poser la question de l'imputabilité de l'allaitement. Pour terminer, quelles sont les évolutions des patientes qui déclarent ou qui révèlent un PTI pendant la grossesse? Donc là aussi, ça a fait l'objet d'une deuxième publication issue de la cohorte Tigro. Et donc, les PTI pendant la grossesse étaient inclus dans cette étude pour le suivi. Chez des femmes, les définitions, c'était plaquettes normales avant la grossesse, donc il fallait avoir une antériorité. Thrombopénie survenant, quel que soit le terme de la grossesse, avec un nadir inférieur à 50 gigas pour s'affranchir de la thrombopénie gestationnelle, et bien sûr en l'absence de toute autre anomalie suggestive, notamment de maths. Les PTI secondaires étaient exclus de cette analyse. Donc là, il y avait 34 patientes chez lesquelles un PTI primaire de novo a été révélé pendant la grossesse. Et globalement, le premier message, c'est que le PTI, quand il débute pendant la grossesse, il peut survenir indépendamment et de façon relativement équilibrée au premier, deuxième ou troisième trimestre. Donc bien sûr, quand c'est au troisième trimestre, c'est un peu plus compliqué en termes de diagnostic différentiel. Un tiers des patientes étaient primipares, ce qui veut dire que ça peut tout à fait survenir au bout de la troisième grossesse. Et vous voyez, là, pour le coup, comme c'est des PTI de novo avec souvent des plaquettes qui chutent assez bas, puisque le nadir était à 29 gigas, on a 3/4 des femmes qui ont été exposées au moins à une ligne thérapeutique et 2/3 qui ont eu besoin d'un traitement en préparation à l'accouchement. Pour les thrombopénies néonatales, on retombe à peu près sur les mêmes proportions. Là, je vais passer vite. Ce qu'on peut dire, c'est que quand il y a une thrombopénie qui survient pendant la grossesse, il y a un peu plus d'angoisse, encore un peu plus du côté médical que quand c'est un PTI connu antérieurement, puisque vous voyez, on arrive à des taux de césarienne de 44%. Et si j'en crois les données en population générale en France, on doit être aux alentours de 20, peut-être 20-25% de césariennes tout venant. Bien sûr, on n'est pas aux États-Unis. Donc il y a quand même cette inquiétude à surmédicaliser des situations qui ne le justifieraient pas forcément. Et
En termes de quid du devenir des patientes à distance de l'accouchement, comme vous le voyez, il y a des patientes qui, au-delà de la grossesse, vont avoir soit des rechutes, soit un PTI qui va se pérenniser et qui va donner lieu à un PTI chronique qui peut justifier plusieurs lignes thérapeutiques. Donc voilà les messages clés pour les PTI de novo. Donc 11% de saignements sévères. L'évolution est comparable à celle qui avait un PTI antérieur en termes de sévérité. Et dans la majorité des cas, le PTI ne guérit pas après la grossesse. Et voilà les messages pour conclure. Donc l'évolution d'un PTI chronique en cours de grossesse n'est pas significativement différente qu'en dans la grossesse. Il faut surtout éviter le surtraitement. En cas de PTI réfractaire, on peut discuter au cas par cas, notamment en préparation à l'accouchement, le recours aux ARTPO avec un centre de compétence ou un centre de référence. Et pour les PTI de novo, ils peuvent évoluer vers la chronicité. Je vous remercie de votre attention.